Donc, le segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation, vert si vous êtes encore, rouge en désaccord. Et commençons en parlant de la victoire de la Tchéquie au championnat du monde de hockey. Donc, l'affirmation va comme suit. La victoire de la Tchéquie montre que la Ligue nationale de hockey aurait dû faire une compétition internationale incluant tous les pays plutôt qu'une coupe des 4 nations. Julien. Écoute, vert. Ou, tu sais, à la limite, t'élargis, mettons, à 8, là, tu sais, il y a 8 Ah. nations, là, ben écoute, là, est-ce d'un ça, c'est une joke, là, vraiment. Puis, ben, là, évidemment, le tweet de Pasta à ce sujet était juste du bonbon. Ouais, ben, la Ligue nationale s'est fait un peu prendre à son jeu. On dit, on va pogner les 4 meilleures nations, puis bang, l'année juste avant. En fait, même pas l'année. On parle de quoi? C'est dans 9 mois à peu près, cette compétition-là. C'était pendant la semaine du match des étoiles, en tout cas, dans ces coins-là. Ouais, c'est la Tchéquie en ce moment qui est techniquement la meilleure parce qu'il y a des joueurs quand même canadiens et américains qui sont encore dans les séries, puis ça aurait fait une différence, mais ça risque qu'ils sont quand même au moins dans les 4 meilleures équipes, c'est sûr, la Tchéquie. Donc, ouais, j'espère que la Ligue nationale va retourner faire ses devoirs, puis peut-être modifier un peu la fameuse Coupe des 4 nations. Hugo? Ouais, vert aussi. Puis c'est toujours cool de voir des histoires un peu Cinderella Story de pays qui peuvent se rendre loin malgré tout, tu sais. Donc, moi, je pense que limiter ça à 4, c'est un peu plate. Puis, mais justement, tu vois aussi la fierté de certains joueurs par rapport à ça. Je comprends que des fois, avec les 4 grandes nations, on s'en va sortir des joueurs, mais on dirait que parfois, justement, les plus petits pays vont se donner plus. Puis ça peut clairement ajouter au spectacle. Je vais avec vert aussi, puis on l'a vu, il y a de la Suisse aussi était en finale de son côté en ayant battu le Canada. Tu sais, c'est une autre petite nation en tant que telle qui a fait un upset. Évidemment, comme vous l'avez dit, c'est pas les joueurs de la Ligue nationale, c'est pas les meilleurs joueurs de chaque équipe, mais quand même, il peut toujours avoir des surprises dans un tournoi comme ça. Puis, veut pas, si on veut développer au maximum le sport, ben, il faut inclure tous ces pays-là à avoir la chance de participer parce que c'est des exploits comme ça qui font en sorte que l'intérêt grandit aussi dans ces pays-là au fil des années. Luc? On pensait que tu étais C'était quoi la mort. question? Il agonise. C'était quoi la question? La victoire de la Tchéquie, en fait, devrait faire réaliser à la Ligue nationale qu'on aurait dû les inclure dans une compétition internationale plutôt que de faire une Coupe des 4 nations. Rouge. Bah, dans un, ça prend de la diversité, messieurs. Je vois certaines têtes se lever radicalement, donc on va faire un peu de diversité. Rouge. Les Américains. Les Russes ne seront pas là non plus. On ne sait pas pourquoi on ne rembarquera pas sur le sujet. Le Canada n'avait probablement sa formation C, et pour ne pas dire inférieure avec certains joueurs qui étaient là, mais ça, c'est un autre détail. Donc, la majorité des équipes, si on veut, très dominantes, n'avaient pas nécessairement leur gros noyau encore parce qu'ils étaient encore en séries éliminatoires. Alors, moi, je pense juste pour ces raisons-là, oui, là, tant mieux, la Tchéquie a causé une surprise et c'est parfait à la maison. C'est histoire Cendrillon, merveilleuse. Mais dans le contexte actuel, 6 équipes, à 8, c'est trop. À 6, ça pourrait passer. Guillaume? En fait, je dirais vert, mais pas nécessairement parce que la Tchéquie a gagné, mais plus qu'elle mérite sa place, un peu comme tu l'as dit, comme les Suisses. Je pense même à l'Allemagne, qui ont grossi un peu leur équipe nationale à travers les années, parce qu'on s'entend, les Finlandais manquaient beaucoup de joueurs là aussi. Là, Aho n'était pas là, Laine, on sait c'est Laine. Miro Eskainen n'était pas là non plus. Donc, je pense que la Finlande aurait eu une équipe plus relevée dans le tournoi. Même chose pour le Canada. Si jamais, c'est vraiment du best on best. Mais on s'entend, la seule raison pourquoi la LNH fait un tournoi de 4 nations, c'est parce qu'ils ne veulent pas inclure la Russie. C'est aussi simple que ça. Ils auraient fait une Coupe du Monde sinon, parce que c'était ça les plans prévus. Donc, comme je dis, oui, la Tchéquie mérite sa place, mais pas nécessairement parce qu'elle a gagné, mais plus parce que je pense que toutes les nations, du moins les 8 plus grandes nations, devraient au moins faire partie du tournoi. Marc-Antoine? Je pense que la Tchéquie devrait être là, fait vert. Je regardais, je me tasse à côté un peu, mais la Slovaquie, dans les 2 derniers repêchages, Stavkovski, Nemec, Mechar, Sterbak, Andrzej, Gajan. La raison que ces gars-là sont là, qui ont été repêchés aussi haut, puis que le pays fleurit autant, puis qu'ils se rendent aussi loin au U20, c'est que c'est la Ligue nationale de demain dans ces tournois-là. Puis ces gens-là, c'est parce qu'ils ont fait de la compétition internationale plus jeune, dans des U17, dans des U18. Puis la seule manière d'amener ces pays-là vers nous,
C'est oui avec des systèmes de développement, donc ça les regarde dans leur pays, comment ils investissent l'argent à la fois privé et public. Mais je pense que la Tchéquie, bon, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Il n'y avait pas un club pacté non plus, eux non plus d'ailleurs. Il restait encore des éléments à gauche, à droite dans la Ligue nationale ou qui ont refusé de faire partie du tournoi. Mais je ne comprends pas l'idée de 4 nations. Ça va être un tournoi très expéditif où on souhaite que les équipes jouent 3 fois contre chaque équipe. Je vois pas l'idée. Puis c'est pas comme si la Ligue nationale est la seule ligue qui boude les Russes. Ils sont boudés aux Olympiques, ils sont boudés partout. La Ligue nationale est qu'une infime partie là, de ce milieu sportif-là, là, des grands sports qui incluent les pays comme la Russie. Donc, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on nous prive d'avoir un spectacle, on nous prive d'avoir des équipes Cendrillon, on nous prive d'avoir du développement à l'international et il y a des grandes vedettes qui sont dans ces pays-là. Le but du hockey, on s'entend, c'est du divertissement, donc ça prend des vedettes. Et Pasternak, je pense pas me tromper, que c'est une immense vedette dans le milieu du hockey qui aurait pu représenter son pays. Et je suis content qu'il ait fait d'avoir nargué un peu là, le comité décisionnel, parce que c'est en passant par des Pasternak que ça va passer. Il est fin goudasse, mais ça risque de passer un peu moins. Mais quand Pasternak se lève et fait « Hey, moi, les gars, je trouve ça inadmissible », puis aussi, c'est des pays que, pour avoir eu des amis qui ont visité ces pays-là, c'est des pays qui sont très fiers. Donc, c'est plate de leur enlever une opportunité de célébrer puis de faire partie de cette inclusion-là puis cette diversité-là dans le milieu du hockey. Ça, je peux ajouter un point, c'est exactement ce que Marc-Antoine vient de dire. Tu regardes la célébration qu'ils ont faite en Tchéquie, là, pour eux, là, c'est super. Nous, c'est le Canada, ils gagnent. Là, je suis désolé, mais pas on n'en a rien à chier, mais on va passer à autre chose. Là. Ouais, donc, non, je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour ces pays-là de se faire valoir. Oui, puis si je peux ajouter aussi sur ce point-là, ce que je trouve particulier, c'est que la Ligue nationale a décidé de faire la compétition à Montréal et Boston, le marché de Pasternak sans inclure son pays au final. Donc, en plus pour lui de même pas pouvoir. La vedette locale, en fait, de l'équipe locale ne pourra même pas être à la compétition. Prochaine affirmation. Brady Tkachuk sera échangé par les sénateurs d'Ottawa d'ici les 3 prochaines années. Hugo. Rouge. Steve Staios l'a dit. Ils veulent bâtir autour de Brady Tkachuk. Je ne verrais pas pourquoi on pèserait sur le bouton panique et on se mettrait à vendre tout le monde. Là. Je pense qu'un bon DG est capable de bien identifier ses piliers pour aller de l'avant. Brady Tkachuk doit en faire partir. Écoute, si en ce moment je vois que Brady Tkachuk se fait échanger, pour vrai, je m'excuse, là, mon opinion ne vaut pas 5 cents, mais c'est impossible pour moi, surtout avec les propos de Staios. Il le vantait beaucoup en conférence de presse. Brady Tkachuk est là pour rester à Ottawa, en tout cas, je l'espère. Je vais aller avec vert, moi, de mon côté, parce qu'un Marc Bergevin a déjà dit, si tu veux de la fidélité, achète-toi un chien. Donc, j'ai l'impression, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on entend des rumeurs. Je pense pas que ça va arriver prochainement ou cet été. Mais plus il va approcher la fin de son contrat, plus j'ai l'impression qu'il y a une possibilité qu'il parte. Puis je pense pas que, personnellement, j'ai pas confiance en l'équipe de direction des Sénateurs, ni en le nouvel entraîneur qu'on vient de nommer. Donc, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, puis il est possible qu'on reparte un peu comme les Sables l'ont fait. On avait des joueurs vedettes, des jeunes qui prenaient la place, puis on a dû repartir en reconstruction, puis on a échangé ces joueurs vedettes-là. Donc, peut-être ça pourrait arriver à Ottawa et que Brady Tkachuk pourrait, par la suite, être tenté de retourner dans un marché américain, un peu comme son frère. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais je crois qu'il est très possible qu'il soit échangé dans les 3 prochaines années. Luc? Moi, sincèrement, si Ottawa veut s'en aller vers l'autodestruction, ils sont très bien partis, je te dirais, depuis l'arrivée de Michael Adenauer. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a eu des mauvaises décisions au niveau organisationnel qui ont été prises. Ça pourrait très bien se répercuter sur la glace. Donc, je vais lever en disant que oui, c'est possible que Tkachuk se fasse échanger d'ici les 3 prochaines saisons. Et tout ça va dépendre de l'année prochaine. Si on voit qu'on est encore au même point et qu'on est en train de reculer, encore plus que qu'est-ce qu'on l'a été, moi, je pense que le choix devient tout simplement simple, non pas à cause que Tkachuk n'est pas suffisant. C'est qu'à un moment donné, Tkachuk va aussi vouloir gagner un trophée un jour ou l'autre aussi. Guillaume? Tu peux juste me rappeler ton timeline, c'est quand tu as dit? D'ici les 3 prochaines années. Il reste 4 ans à son contrat. Donc, j'ai enlevé la dernière année, sachant qu'il est possible. Oui, vert, je pense, sans dire que sur la corde raide, je pense que c'est un élément que les sénateurs regardent pour peut-être échanger et avoir quelque chose quand même de
des bons éléments en retour. C'est un nouveau management, nouveau propriétaire. C'est pas nécessairement eux qui l'ont mis capitaine. Ça veut rien dire nécessairement, là, mais des fois, c'est souvent ça aussi. Là, donc, je pense pas qu'il y a le fumée sans feu. Je pense que les rumeurs sont peut-être sorties quand même parce qu'il y avait du mécontentement à quelque part. Mais c'est sûr que si les sénateurs restent dans la cave durant les 3 prochaines années, il n'y a personne qui est. Je pense même pas qu'il y a personne qui est intouchable. Marc? Ben, je pense que la chose première pour moi, c'est les sénateurs ne voudront pas l'échanger. S'ils l'échangent, c'est parce que justement, tu as donné la fameuse ligne de 3 ans comme ça, de 4 ans, excuse-moi. Fait que son contrat, à la dernière année de son contrat, peut-être qu'il penserait à l'échanger parce que lui, de toute manière, il quitterait. Je ne sais pas à quel point ce gars-là capote sur Ottawa, le marché des capitaux en général. Moi non plus, je n'ai pas super confiance en cette administration-là qui ont l'air de rapidement manquer de ressources. Fait que je me pose la question, puis aussi, je vais juste mentionner, on pourrait s'amuser à penser à tous les power forward de la Ligue nationale, puis rapidement, on serait assez déçus. Je pense que le 5e meilleur attaquant de puissance de la Ligue nationale, c'est peut-être. Je m'étais amusé à regarder un top 15 fait par un journaliste. Puis Josh Anderson est dans le pas loin du top 10. Là. Fait qu'il n'y en a pas 1000 des attaquants de puissance. Fait que moi, avant de l'échanger, j'y penserais, puis j'essaierais de donner des outils à Brady Tkachuk parce que les attaquants de puissance qui font des points comme lui, puis qu'en plus, qui ont une lettre sur leur chandail, c'est probablement la race qui manque le plus là, dans le milieu du hockey, les attaquants de puissance qui font des points puis qui sont capables d'être des vraies pestes. Puis c'est avec des gars comme ça que tu gagnes en série. La preuve, son frère Matthew Tkachuk, qui est à peu près fait dans le même moule, il fait vraiment des miracles là, avec la Floride. Là. C'est vraiment un joueur que c'est ton identité en série. C'est eux qui te font gagner, selon moi. Entre autres, c'est sûr que si tu as juste Tkachuk et il n'est pas entouré, ça va faire poète-poète, un peu comme ça le fait en ce moment avec Ottawa. Là, c'est vraiment une production, c'est quasiment la boule de cristal. J'ai comme un feeling qui est dans une situation bien le fun, mais qu'il y a une équipe qui va être très agressive et qui va être capable de le convaincre de quitter si la situation ne se redresse pas à Ottawa. Et se redresser, j'entends, dans 1 an ou 2, on parle de carré d'as. Si ce n'est pas carré d'as, je pense qu'il fait ses valises puis il va se trouver une situation où il peut être un attaquant de premier trio puis être complémentaire. Je pense que c'est un peu ce que Matthew Tkachuk souhaitait, être complémentaire, pas nécessairement une pièce où, c'est un ailier, là, dans le sens que jouer avec Barkov, c'est le fun, puis ça lui permet de compléter un trio. Là, en ce moment, il joue avec Stützle, c'est le fun, mais c'est très morcelé, là, je veux dire, il manque des pièces autour, là, je veux dire, c'est beaucoup de pression, puis Canada, ça ne fait pas rêver personne. Là. Fait que j'ai comme un feeling que, malheureusement, au bout de 3 ans, ça va être terminé l'expérience, et si jamais le Canadien souhaite cogner à la porte, je pense pas je pense pas que Tkachuk va l'avoir au top de sa liste, mais c'est une vraie denrée rare des joueurs comme ça. Il y en a à peu près plus. Et je pense que Slafkovský, parce qu'on est quand même un podcast basé dans la région du Québec, on va être bien chanceux de l'avoir parce que Slafkovský fait partie, selon moi, de cette gamme-là d'attaquants de puissance. Puis on est bien chanceux d'en avoir. Voilà. Julien? Vert, parce que, évidemment, lui, il va dire ah non, on va bâtir autour de lui, blablabla. Probablement que Trelevin, la 3e année, mettons, du contrat de Tkachuk, lui, s'il aurait pu dire ça, puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est que le gars, il veut s'en aller. Fait que c'est pas bien le choix de l'échanger. Hein. Fait que, puis moi, je pense qu'il va vouloir s'en aller d'ici 3 ans. Donc, je suis convaincu. Je pense qu'il veut déjà s'en aller. Comme a dit Guillaume, il n'y a pas de fumée sans feu. Là. On a entendu parler toute l'année. Fait que, puis pour que le DG dise ça, clairement, il veut éteindre un feu. Là, puis fait que il vient quasiment dire t'es comme il y a de la fumée, puis il y a un pompier qui arrive en conférence de presse, mais il n'y a pas de feu. Ouais, c'est comme non, d'après moi, le gars, il aime vraiment pas ce qui se passe à Ottawa, avec raison. Là, t'engages Chaussette, là. Comme coach, puis écoute, ça. Ouais, c'est pas inspirant tellement ce qui se passe à Ottawa en ce moment. Prochaine affirmation. Evan Bouchard obtiendra au moins 8,5 millions par saison à son prochain contrat. Luc. Pour donner une petite info, il y a 12 défenseurs présentement dans la Ligue nationale qui gagnent 8,5 millions ou plus, dont un autre qui est à Edmonton qu'on a parlé un peu plus tôt.
Je pense que malheureusement, si les Oilers veulent garder Bouchard, ils n'auront pas le choix d'offrir jusqu'à ce salaire-là. Je pense sincèrement qu'il est plus complet que Darnell Nurse. J'ai pas les statistiques par cœur parce que tu nous prends au dépourvu à chaque vert et rouge, mais j'aurais tendance à dire qu'il a peut-être fait moins de points que Darnell Nurse avant qu'il signe son gros contrat aussi. Il a fait le Il en a double fait de plus. points. Il a fait le double de points de Darnell Nurse. Ouais. Avant qu'il signe son contrat. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je bénis les Oilers et je vous souhaite bonne chance. Et n'hésitez pas de passer la quête à la fin de la messe. Guillaume, Je dirais vert parce que c'est un peu le prix du marché. Est-ce qu'ils devraient prendre ça? Je ne sais pas dans le contexte qu'ils ont Draisaitl et McDavid à signer éventuellement. Mais vert, oui, parce que je pense que c'est le défenseur numéro 1 à Edmonton, sans dire que c'est un défenseur numéro 1. C'est le défenseur numéro 1 à Edmonton. Puis quand on regarde le marché, puis un peu qu'est-ce que Darnell Nurse ne fait pas, ben, tu peux pas dire qu'il vaut moins que Darnell Nurse. Je pense que oui, il va l'avoir. Marc qui porte un chandail des Knights, l'ancienne équipe d'Evan Bouchard, est-ce qu'il va signer avec plus que 8,5 millions? Il va signer à 8,5 millions ou plus, et l'équipe qui va lui donner ça va faire une erreur. Julien? Écoute, le gars. OK, Nurse, il faut remettre en contexte. Là, il y a Hamilton, je pense, qui avait signé. Warrenski, Seth Jones. Ouais, là, c'était, écoute, là, wouh! Ça l'a explosé. Tu avais 3-4 RFA ou FA, là, que c'était comme on passe à la caisse, let's go. Ça a fait monter les enchères. Je peux pas croire qu'ils ont pensé que ce gars-là valait plus que Draisaitl. Tu sais, à un moment donné, dans une équipe, tu as un organigramme. Ce que Hughes fait bien d'ailleurs, OK? En ce moment, là, il y a un cadre financier à l'intérieur de son équipe et il le respecte quand il signe des contrats, évidemment, en pensant à l'inflation, on s'entend. Le DG qui a donné le contrat à Nurse n'a pas respecté son propre cadre intérieur. Puis clairement, Nurse il a menacé de partir, de se faire échanger. Puis vu que c'était une lacune en défense, ben, ils ont fait OK, on n'a pas le choix. Mais là, ils ont encore une lacune avec lui en défense parce que c'est une lacune. Je rejoins Marc-Antoine. Ça va être une énorme erreur de le signer à ce prix-là. Mais c'est sûr que ça va arriver. Écoute, c'est impossible, ça n'arrive pas. Mais on en a déjà parlé hors d'onde. Logan Mailloux, tu le mets à la place d'Evan Bouchard. Là. Puis il fait des. C'est la réinventation du bouton à 4 trous. C'est sûr qu'il fait des points 60, 70 dans 2 ans, mettons, là. Puisque le Bouchard est quoi, 22, 23 à peu près? Il a 24 ans, Evan Bouchard. 24, bon. Fait que Mailloux, à 24 ans, je suis convaincu qu'il ferait autant de points que Bouchard, que ça serait juste incroyable. Parce que tu es sur le powerplay avec Draisaitl et McDavid. Quand tu relances l'attaque, une fois sur deux, elle va rentrer parce que McDavid va en mettre dedans ou va faire un jeu. Puis, donc, c'est ça un peu. Mais défensivement, Bouchard, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas un patin extraordinaire. Il y a juste un gros shot. Puis c'est pas mal ça. Fait que ça va être une erreur. Ça va quand même coûter ça. Puis, ouais, comme elle dit Luc, have fun. Il reste 1 an à Warriors, peut-être 2. On l'avait déjà checké, là, mais il reste 1 an, je pense, de fenêtre. Parce que là, après ça, tu as Draisaitl à signer, Bouchard à signer, il n'y a plus rien qui va marcher. J'allais dire, un défenseur de 6 et 3 points per game droitier sur papier, c'est très difficile à défendre de ne pas le signer à 8,5. Mais quand tu regardes le match puis tu regardes ça, tu fais, mon Dieu, jamais c'est ça que ça vaut. C'est ça une équipe qui va se faire pogner. Une équipe un peu dans la position des Treliving quand il était avec les Flames. Tu sais, les équipes qui sont pognées, il n'en reste plus de défenseurs, mais il y en a un qui fait, moi, je suis disponible à 8,5 pour 8 ans. Puis là, tu fais, je suis pogné, moi, il donné. Là, tu y donnes, puis tu le regrettes. Fait que ça risque de ressembler à ça, d'après moi. Ça va être un voulait rapidement. Là.
Moi, puis j'y vais avec Vert également, puis j'ai quand même le pressentiment que pas, ça risque d'être Edmonton qui va faire cette erreur-là parce qu'on n'a présentement pas vraiment de relève en défensive. Donc, je pense qu'on va prendre pour acquis qu'on n'a pas le choix de le prolonger. Mais effectivement, ça serait peut-être davantage intéressant pour eux de l'échanger contre la valeur qu'il va avoir parce que sa valeur risque d'être élevée en raison de ces statistiques-là actuelles qui, comme vous le dites, sont un peu faussées malgré tout parce qu'il joue à Edmonton et qu'il est vraiment dans le meilleur marché en fait pour produire de son côté. On termine le Vert rouge avec le dans mon équipe. Donc, j'y vais avec 2 joueurs qui sont toujours en séries éliminatoires, un de l'Est, un de l'Ouest. Puis j'ai quand même bien hâte de vous entendre parce que ces 2 joueurs quand même ont un style tout de même différent. Puis j'ai l'impression qu'on va quand même avoir des surprises dans vos réponses. Donc, des joueurs du repêchage 2013 et 2014, 2 joueurs de centre. On y va avec Leon Draisaitl et Alexander Barkov. Donc, lequel des deux vous souhaitez avoir dans votre équipe? Et évidemment, on prend toujours en compte que c'est pour bâtir une équipe, que ce soit pour la saison et les séries. Donc, on veut gagner le gros trophée au final. Donc, c'est sûr qu'on regarde côté statistique, c'est vraiment un très gros avantage pour Draisaitl en termes de production de points. Différentiel, évidemment, Barkov a l'avantage. Vous le voyez au niveau des trophées individuels. Draisaitl a remporté le Hart Ross et le Ted Lindsay la même année. Du côté de Barkov, on a le Selke Lady Byng. Donc, on a des trophées justement connaissant son talent, en fait, dans les 2 zones du côté de Barkov. Donc, évidemment, c'est 2 joueurs qui ont un style tout de même différent, mais quand même 2 gros bonhommes qui jouent au centre et qui sont parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey. Donc, j'ai bien hâte d'entendre vos choix. On commence avec toi, Guillaume. Qui choisis-tu entre ces 2 joueurs? Ah, pourquoi je suis le premier? Je peux y aller en premier d'abord. Non, ben, c'est correct. Non, je vais y aller. Là. Je dirais avec Leon, mais tu sais, j'ai pas vraiment de. Parce que les deux joueurs sont bons, tu sais, Leon offensivement, il y a peut-être un peu une coche au-dessus de Barkov. Défensivement, peut-être Barkov, il y a une coche au-dessus de Léon. T'sais, les deux, c'est des bons fabricants de jeu, qui ont un bon tir. En fait, c'est con, c'est peut-être niaiseux à dire, là, mais j'irais peut-être juste avec Léon parce que c'est un Allemand. Dans le sens qu'il amène une culture différente qu'on ne voit pas nécessairement au hockey. Alors, tu sais, qu'on voit quand même beaucoup de Finlandais, qu'on voit beaucoup de Suédois. Ce serait vraiment juste ça, honnêtement, sans dire que ça l'apporterait un avantage ou pas, mais j'irais peut-être juste avec ça parce que vraiment les 2 joueurs sont sensationnels. Est-ce que Léon a été le produit de McDavid? Je pense pas. C'est un joueur qui est quand même très bon, mais est-ce que ses statistiques ont été un peu enflouées grâce à la présence de McDavid? Peut-être, parce qu'on donne cet argument-là pour la plupart des joueurs qui ont passé à côté de McDavid. Mais je sais pas. Non, j'irai avec Léon. Julien? C'est très difficile. Je vais avec Draisaitl parce qu'honnêtement, là, des dernières dans la série, blessé, pas blessé, là, c'est le meilleur joueur, puis de loin des Oilers. Honnêtement, c'est pas quelqu'un que oui, il ramasse des points, mais que bon, son implication physique n'est pas là, ses replis défensifs sont pas là. Non. Draisaitl est très impliqué physiquement, défensivement, et il produit en plus. Il est gros, il a un meilleur patin que Barkov aussi. Donc, pour toutes ces raisons, j'adore Barkov. Écoute, c'est un de mes préfs. Là. Mais non, Draisaitl, honnêtement, c'est le package deal. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Il est tellement bon là, dans tout, partout. Là, si tu m'avais demandé McDavid ou Barkov, peut-être que j'aurais dit d'autres choses. Parce que McDavid, il est spectaculaire, il fait beaucoup de points, il est rapide, mais il coupe des buts. McDavid coupe beaucoup de buts cette année. Ben, comme les autres années avant aussi, là, mais cette année particulièrement, je ne trippe pas. Fait que, tandis que Draisaitl, pour moi, il est vraiment impliqué. Je l'adore. Donc, ouais, je vais pogner Draisaitl pour toutes ces raisons. Marc? Ben, tu sais, c'est probablement 2 de mes joueurs préférés de la Ligue nationale. Je suis assez embêté. Je les prendrai les 2, mais c'est pas ça l'exercice. Fait que je suis bien embêté. Écoute, regarde, je me suis fait cette réflexion-là, puis tu sais, vous avez des excellents arguments pour Draisaitl. Moi, j'ai mis Barkov, puis c'est vrai qu'il a un moins bon patin selon moi que Draisaitl. Peut-être moins un instinct de marqueur pur. Barkov serait peut-être plus un passeur.
sais, Draisaitl, des fois, il joue au centre, là, il joue surtout à l'aile. Je pense que c'est un gars qui pourrait prendre le centre facilement. Là, puis demain matin, tu lui donnes un poste de centre, ça ne l'énerverait pas. En plus, il joue à l'aile, mais comme un joueur de centre. Il a tendance à ralentir le jeu, il a tendance à porter son joueur de centre. Il y a une bataille dans le coin, il va être impliqué. Mais je l'ai mis aussi avec Barkov parce que Barkov, il joue avec des drôles de joueurs que je ne m'attendais pas à ce qu'ils produisent autant. Il fait produire comme si c'était devenu des vedettes de la Ligue nationale. On aurait cru que Sam Reinhart serait un gars de 50 buts par année. Plus que ça, il est 56 buts cette année. Qui aurait cru que, par exemple, Carter Verhaeghe, un gars qui sort d'à peu près de nulle part, serait devenu un producteur de 30 buts et plus? Bon. Donc, pour ces raisons-là, en plus, il y a une finale. J'ai pris Barkov, mais comme je te dis, c'était pour en prendre un, là, dans le sens... Je suis quasiment content que vous ayez tous pris Draisaitl parce que je préfère Draisaitl. Mais j'ai dit Barkov parce qu'il joue au centre, Selke, puis je suis à peu près sûr que tu le fais jouer avec n'importe qui puis ça fonctionne. Draisaitl, peut-être aussi. Hein. Fait que je ne sais pas, mais j'ai juste dit Barkov, peut-être. Ça a été comme ça. C'est des arguments-là qui sont venus en premier. Non, mais ça, ton argument est bon parce que c'est l'argument que je me disais avant de réfléchir. Je pense qu'il y a une affaire que Barkov est meilleur quand même que Draisaitl. C'est que je pense qu'il y a une aptitude à rendre les autres meilleurs un peu plus. Ben oui. C'est un gars qui va plus rendre les autres meilleurs que Draisaitl. Draisaitl aussi est capable. Mais Barkov, encore plus. Ouais. Mais j'ai quand même pris Draisaitl. Reinhardt, Verhaeghe, Huberdeau. Huberdeau, là, c'est dans les points, là, je veux dire, versus où il était. On parlait du Hart, puis là, après ça, on parle de ouais, là, il faudrait peut-être le racheter. Tu fais tabarouette, l'écart est immense. Fait, on est d'accord, là, je veux dire, c'est fou à quel point ce gars-là, il peut jouer à peu près avec n'importe qui, là, puis ouais. il va réussir à les transformer en. Pas loin d'être des joueurs vedettes. Fait que c'est rassurant aussi pour le cap salarial des Panthères. Pas obligé d'avoir les meilleurs ailiers, parce que quand s'il joue moindrement que Barkov, il va réussir à faire des points. Donc, voilà. Luc, de ton côté, Draisaitl ou Barkov? Peux-tu te laisser choisir en premier puis je choisis en dernier? Vas-y, ben moi, en fait, mon choix est Leon Draisaitl, évidemment. Fait partie de mon équipe que j'ai une certaine affection pour, mais évidemment, le discours tantôt que Guillaume m'a mentionné, que certaines personnes peuvent dire qu'ils profitent des points de McDavid, je ne suis pas convaincu. On l'a vu, on jouait une bonne partie de la saison sur des trios séparés. Puis même lorsque les deux jouent ensemble, la fiche des Oilers depuis les dernières saisons est à peu près de 500. Donc, tandis que quand ils sont séparés, c'est là que les deux jouent mieux et que Draisaitl fait la majorité de ses points. Évidemment, il y a toujours l'avantage numérique qui l'aide à aller chercher une bonne partie des points, mais quand même, c'est un joueur complet. Julien en a parlé en série. C'est un des plus rapides de l'histoire à atteindre le 100 points en série. Il est phénoménal. Il est dans toutes les phases de jeu. Dans la série contre les Canucks, il a bloqué énormément de lancers aussi, gagne ses mises en jeu. Donc, pour moi, c'est vraiment le package deal. Barkov est extrêmement talentueux aussi. Mais j'ai l'impression, on parle, oui, il rend les autres meilleurs, mais je regarde souvent Draisaitl qui est sur le deuxième trio, les joueurs qui sont autour de lui. C'est peut-être moins intéressant aussi ce qui l'entoure qu'exemple un McDavid sur le premier trio ou Barkov premier trio en Floride. Donc, oui, évidemment, les joueurs qui sont allés en Floride ont atteint des sommets personnels au cours des dernières saisons, mais je pense quand même que ces joueurs-là étaient des meilleurs joueurs que les compagnons de trio qu'a pu avoir Draisaitl dans les dernières années. Donc, pour moi, je le fais passer devant et j'ai bien hâte de voir si, justement, à la fin de son contrat, si ça va être le temps pour lui peut-être d'aller ailleurs, d'être dans son équipe à lui, si on veut, et voir ce que ça pourra donner à ce moment-là. Évidemment, ça va être plus facile de comparer une fois que ça arrivera si jamais il quitte Edmonton à la fin de son contrat. Donc, vas-y, Luc, pour compléter. Écoute, j'ai eu la chance de côtoyer un de ces deux-là à la Coupe Memorial, donc Draisaitl. Je suis un peu biaisé. Je vais y aller avec Draisaitl. J'aimerais ça dire Barkov, mais honnêtement, même à l'âge de 19 ans, je suis tombé sous le charme. En fait, quand il avait 19 ans, j'étais tombé sous le charme de Leon Draisaitl. Un Européen qui était débarqué complètement dans l'autre bout de l'ouest du Canada pour vraiment aller jouer au hockey avec Kelowna. C'est un gars qui a tellement une bonne tête aussi comme individu sur la glace. Ce qu'on voit sur la glace, ça se reflète également hors glace au niveau de la personnalité. Sur la glace, j'ai aucun mot à dire. Je pense que je prendrais Draisaitl avant McDavid parce que je le trouve déjà plus complet que McDavid sur 200 pieds. Il est physique, il est agile aussi pour sa grosseur.
malheureusement, probablement si j'avais eu la chance d'interviewer Barkov, j'aurais probablement dit plus Barkov à cause de son style défensif, mais malheureusement, je suis un petit peu vendu biaisé pour Draisaitl. Super, mais en fait, c'est les réactions, les réponses que vous m'avez données, c'est ce que j'espérais parce que justement, on le voit que ces deux joueurs, malgré le fait qu'il y a un avantage de points considérable pour Draisaitl, c'est deux joueurs vraiment qui sont très similaires au niveau de ce qu'ils apportent dans leur équipe et ça a fait en sorte que tout le monde a hésité à faire son choix au final.